encore une fois, ravie de vous voir. Bonjour. Pour certains d'entre vous, c'est très tôt le matin. Je vois que pour Carmen, c'est vraiment très tôt. Nous avons d'autres personnes qui nous rejoignent de l'Asie, de l'Océanie. Bonsoir, bon après-midi. Nous sommes vraiment très différents de plusieurs parties du monde. Merci, merci, bienvenue. Pour celle qui vient de nous rejoindre, encore une fois, je m'appelle Abby Avellino. Je suis la coordinatrice internationale de Thalita Koum. Je suis sûre que la majorité d'entre vous me connaissent, mais pour les personnes qui sont ici pour la première fois. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis dans un but commun, mettre en lumière l'impact dévastateur des guerres et des conflits sur les femmes, les filles et les communautés déplacées, dont la vie est déjà marquée par la vulnérabilité et dont le risque d'exploitation et de traite des êtres humains augmente considérablement en cas de violence et d'instabilité. C'est un forum important où nous pouvons partager nos expériences et nos réalités dans nos différentes zones. Encore une fois, dans chaque zone de conflit, du Moyen-Orient à l'Europe, de l'Afrique aux Caraïbes, nous continuons à observer le même schéma, le même scénario. Lorsque les communautés sont déracinées, lorsque les familles sont séparées, lorsque l'accès à la sécurité, à l'éducation et aux moyens de subsistance est supprimé, les trafiquants, comme vous le savez, exploitent le chaos. Les femmes et les filles en particulier subissent les conséquences de la violence sexiste. Nous savons toutes que dans ces situations, nous accompagnons les femmes, les hommes, tous les immigrants. Et ce phénomène qui a un grand impact sur cette réalité. Pourtant, même dans les circonstances les plus sombres, nous sommes également témoins du courage extraordinaire, de la résilience, de l'engagement sans faille des personnes qui travaillent en première ligne pour protéger la vie et la dignité. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec des experts et des membres de notre réseau international de Thalita Koum. Nous examinerons comment la violence sexiste, les déplacements forcés et la traite des êtres humains se recoupent en temps de guerre, tant pendant les conflits qu'après ceux-ci. Et surtout, nous nous pencherons sur des stratégies transformatrices en matière de protection, de prévention et de guérison. Donc, les voix des survivants, les stratégies qui placent les survivants au centre renforcent notre action collaborative et défendent la dignité humaine là où elle est la plus menacée. Nous avons l'honneur d'accueillir Madame Chiara du HCR qui nous présentera une perspective mondiale sur les défis liés au déplacement à la protection, ainsi que Madame Natalia Dukren qui nous fera part des réalités vécues et des vulnérabilités auxquelles sont confrontées les communautés prises dans la guerre actuelle. Nous allons écouter également des témoignages poignants de nos réseaux de Thalita Koum en Sarri et au Haïti, qui continuent leur mission de présence et d'accompagnement dans un contexte d'instabilité et de violence. Je retiens à remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je connais la présence de toutes les sœurs, les frères, collaborateurs, collaboratrices. Bénédicte de Rosario, directeur du Caritas de l'Asie, merci d'être avec nous, et aussi nos membres qui sont des quatre coins du monde, Sarah Maureen Delaney, et au nom de l'équipe de coordination de Thalita Koum, je vous souhaite la bienvenue. Donc, votre présence est un signe d'espérance. Elle nous rappelle que même face à la guerre, nous pouvons construire des ponts de solidarité et de défense. Que nous puissions construire des ponts de solidarité et de plaidoyer et d'attention.
Que notre conversation aujourd'hui ouvre nos cœurs, renforce notre détermination et inspire un engagement renouvelé à protéger les plus vulnérables pendant et durant les conflits, après les conflits et toujours. Merci et bienvenue. Aujourd'hui, sans tarder, nous souhaitons la bienvenue à Sœur Carmen euh, qui, euh, qui va commencer avec une prière d'ouverture. Merci, Sœur Carmen. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Solo le pido a Dios. Dios de la vida y del cuidado, nos dirigimos a ti en tu infinito amor Dieu de la para que vie et de nos la ayudes a bienveillance, reconocer nous nous tournons vers que toi, los conflictos y las dans ton guerras amour son infini, afin que tu nous aides à reconnaître que les conflits et les guerres sont un accélérateur de vulnérabilité qui détruisent la vie, dépit de leur dignité, fracturent les familles et communautés, causant ainsi une grande souffrance irréversible. Cette réalité déshumanisante ouvre la voie à l'exploitation et une situation dont les trafiquants tirent profit à des fins économiques. Alors, comment témoigner de l'espérance dans cette réalité oppressante? Dans ta miséricorde infinie, touche l'esprit et le cœur de ceux qui s'acharnent à détruire cette vie pleine que tu nous proposes toujours. Nous sommes convaincus que ces situations de mort ne sont pas définitives. Ton esprit encourage, pousse et transforme. Accorde-nous la sagesse et l'audace prophétique pour voir clairement et embrasser cette vie menacée. Seulement de ta main, nous serons des instruments de paix et d'espérance pour nos sœurs et nos frères qui souffrent. Amen. Merci, sœur Carmen. Et maintenant, je crois que nous allons procéder avec notre séance avec sœur Adina qui va présenter nos panélistes. Merci, Abby. Bonjour, bonjour à tout le monde. Veuillez me rejoindre pour souhaiter la bienvenue chaleureuse à Madame Chiara Scipioni. Euh, c'est une associée donc et représente l'Italie, le Saint-Siège euh, auprès des Nations Unies. Elle a
passé donc plus de 20 ans à lutter contre la traite en exécutant plusieurs rôles. Elle a collaboré donc avec le réseau anti-violence. Elle est aussi experte en affaires juridiques. Elle offre un soutien euh, à toutes les femmes qui ont souffert et en reconnaissance de son travail, on lui a accordé donc le prix de chevalier de la République italienne pour donc son dévouement et son travail. Bienvenue, Chiara. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous. Merci, bonjour. Merci de nous avoir invités. Merci, Sarabi. J'ai l'honneur d'être ici, de rejoindre et de contribuer en quelque sorte au travail que vous effectuez. Vous êtes une organisation très respectée, qui fait une différence dans la vie de tant de personnes. Je passerai des jours à vous écouter et à apprendre de votre expérience sur le terrain. Je vais essayer de dire quand même quelque chose et par la suite être à l'écoute de vos partages et vos témoignages. L'engagement du HCR dans la lutte contre la traite des êtres humains découle de son mandat fondamentale de protection, car cette question touche directement des personnes déplacées de force et apatrides qui sont souvent exposées à un risque accru en raison de leur déplacement et de leur accès limité à la protection. La traite peut être liée ou équivaloir à des formes de persécution qui justifient l'octroi d'une protection internationale dans certains cas en vertu des cadres juridiques internationaux, régionaux et nationaux pertinents en matière de réfugiés et de droits de l'homme. Dans le cadre de nos opérations, nous constatons chaque jour à quel point la violence à l'égard des femmes et la traite des êtres humains sont étroitement liées lorsque les conflits ou les persécutions démantèlent les systèmes de protection. Les femmes et les filles sont exposées à des risques majeurs et les trafiquants donc entrent en jeu. Donc, bien sûr, en essayant d'échapper, les risques se multiplient. La violence sexiste s'inscrit dans un continuum. Elle peut être une raison de fuir et se produit pendant la fuite et le déplacement. De nombreuses femmes sont contraintes de se marier ou sont victimes de la traite à des fins d'exploitation sexuelle ou de servitude domestique. La traite des femmes et des filles s'intensifie pendant et après les conflits en raison de l'effondrement des structures politiques, économiques et sociales, des déplacements, de l'affaiblissement des systèmes de protection de l'enfance, des niveaux élevés de violence et d'impunité, de la militarisation accrue et dans les sociétés en transition, de la recrudescence des activités criminelles. À mesure que les crises humanitaires s'aggravent et se prolongent, la pénurie chronique de ressources expose un nombre croissant de personnes déplacées de force à des risques accrus, notamment la traite des êtres humains, qui menacent leur sécurité et leur bien-être. Les institutions particulièrement faibles et l'érosion de l'état de droit dans les zones touchées par des conflits et les déplacements créent un terrain fertile pour les réseaux criminels. En l'absence de voies d'admission sûres et lorsque l'accès à l'asile est restreint, les réfugiés n'ont souvent d'autre choix que de se tourner vers des passeurs, acceptant que tous les risques que cela comporte, y compris la traite. Dans les situations de déplacement prolongé, le manque de services essentiels tels que la nourriture, le logement et les soins de santé, combinés à des moyens de subsistance limités et à l'absence de solutions durables, place les personnes déplacées dans des conditions extrêmement vulnérables, ce qui est en fait des proies faciles pour les trafiquants. Il n'est donc pas surprenant que, le long des routes migratoires mixtes,
dans les camps de réfugiés et de personnes déplacées, ainsi que dans les milieux urbains, les trafiquants exploitent ces vulnérabilités pour tromper et contraindre les personnes déplacées à l'exploitation sexuelle, à la servitude domestique, au travail forcé dans les fermes, les mines informelles, les navires de pêche, la construction et d'autres conditions d'exploitation. Malgré les efforts du HCR, des gouvernements et d'autres acteurs des Nations unies et de la société civile, ces risques restent bien trop courants. Rien que l'année dernière, les signalements de violences sexuelles liées au conflit ont augmenté de 50%. Les femmes et les filles représentent 95% des cas vérifiés. Le déplacement qui est associé et causé par les conflits exacerbe des risques lorsque les liens familiaux, les liens communautaires et les mécanismes d'autoprotection se désagrèguent, les femmes et les filles deviennent extrêmement vulnérables. Les personnes déplacées se retrouvent souvent isolées socialement et culturellement, sans accès aux ressources ou aux moyens de subsistance. Le long des principales routes migratoires, en particulier vers la Méditerranée, des études indiquent que jusqu'à 90% des femmes et des filles sont victimes de violences sexuelles, souvent perpétrées par les trafiquants elles-mêmes. Lorsqu'il n'existe aucun moyen sûr d'entrer sur le territoire, lorsque l'accès à l'asile est restreint, les personnes sont laissées dans des conditions précaires et ceci est particulièrement vrai pour les femmes et les filles. À la mi-2025, 117,3 millions de personnes étaient déplacées de force dans le monde, la plupart accueillies dans des pays voisins à faible revenu. Parmi elles, plus de 60 millions sont des femmes et des filles. Leurs expériences sont complexes et sont marquées par la pauvreté et l'exclusion aussi, particulièrement mettant les enfants à mm, risque. Aujourd'hui, les coupes budgétaires dans l'aide humanitaire affaiblissent encore davantage les filets de sécurité déjà fragiles, augmentant ainsi le risque que les femmes et les filles déplacées tombent entre les mains des trafiquants simplement pour survivre. Une jeune femme qui fuit peut échapper aux bombes et aux persécutions, mais se retrouver victime d'exploitation à un poste de contrôle dans un pays de transit ou à la frontière. Son histoire est tragiquement courante, partagée par des milliers de personnes contraintes de faire chaque jour des choix impossibles. La traite des êtres humains est un crime mondial qui prive les personnes de leur dignité, réduisant les vies humaines à des marchandises. Les victimes tombent souvent entre les mains des trafiquants par tromperie, coercition ou enlèvement. Les conflits et les déplacements forcés créent un terrain propice à l'exploitation. Lorsque les personnes fuient la violence, elles perdent non seulement leur foyer, mais aussi leur réseau de soutien. Elles sont confrontées à l'isolement, au manque de ressources et à l'incertitude. Ces vulnérabilités font des réfugiés et des personnes déplacées des proies faciles pour les trafiquants. Le collègue sur le terrain attend des récits poignants de torture, d'exploitation sexuelle et d'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre. Les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée. En République démocratique du Congo, par exemple, le viol est systématiquement utilisé par des groupes non étatiques pour terroriser les communautés. Les survivantes sont confrontées à d'énormes obstacles pour signaler les faits. Peur de la stigmatisation, représailles, impunité généralisée, absence de services essentiels, tandis que les attaques contre les établissements de santé rendent l'accès aux soins presque impossible. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie délibérée. La violence sexuelle et la traite des êtres humains se recoupent de manière à aggraver les souffrances et à perpétuer les cycles d'abus. Le long des routes migratoires, les femmes et les filles subissent souvent des violences imaginables, viols, prostitution forcée, faveurs sexuelles sous la contrainte et même mariage forcé. Un bon nombre de ces situations répondent aux critères de la traite à des fins d'exploitation sexuelle. En Afghanistan, par exemple, au Soudan, en Afghanistan, des restrictions donc contre les femmes
Au-delà donc des traumatismes, les survivants sont confrontés à des risques persistants même après avoir atteint la sécurité, des retards, l'accès aux services, l'exposition à la violence conjugale et des formes croisées de discrimination. C'est une crise globale et on n'en parle pas assez. Il s'agit d'une crise mondiale qui est sous-estimée, donc nous devons renforcer les systèmes de protection, garantir l'accès à des services d'intervention centrés sur les survivantes et soutenir les organisations dirigées par des femmes qui sont souvent en première ligne, y compris celles dirigées par des femmes déplacées. Avant tout, nous devons réaffirmer une vérité simple. La violence sexuelle et la traite des êtres humains ne sont jamais acceptables, ni en temps de guerre, ni en temps de paix, ni nulle part. Il y a quelque chose que nous pouvons faire ensemble. Les trafiquants opèrent au-delà des frontières, exploitant les lacunes et la fragmentation. Notre protection doit donc en faire autant. Une approche basée sur le parcours est essentielle. Cela commence à la racine. Il faut s'attaquer aux conditions dans les pays d'origine. Nous devons construire ce que le pape François a appelé le droit de ne pas migrer, renforcer la consolidation de la paix, lutter contre les déplacements liés au climat, soutenir le développement durable. Mais la prévention ne suffit pas. Pour les femmes qui sont obligées à fuir, à se déplacer, la protection doit être immédiate et disponible dans la situation de déplacement et tout au long du trajet. Cela inclut l'accès à des services d'aide de qualité, de systèmes d'asile renforcés, des options de séjour légales et des possibilités d'emploi et de services publics. Rien de tout cela ne peut aboutir sans un engagement international fort. Nous devons rassembler les acteurs capables d'assurer un soutien le long des itinéraires critiques. Aujourd'hui, alors que les secteurs humanitaires et du développement sont confrontés à la crise de financement la plus grave de l'histoire récente, nous avons besoin d'engagements politiques et financiers pour maintenir la protection. Le désengagement signifie moins de services, une aide réduite, une vulnérabilité accrue et une spirale qui alimente les réseaux de traite. Deuxièmement, nous devons offrir des alternatives crédibles et tangibles aux réseaux de traite. La protection le long de la route est essentielle, mais pour briser l'emprise des trafiquants, les personnes doivent disposer de voies légales vers la sécurité. La réinstallation, le regroupement familial et d'autres voies légales sont essentielles. Et pour vraiment lutter, nous avons besoin de plus que des initiatives isolées. Nous avons besoin vraiment des alternatives partout, des alternatives évolutives, crédibles et accessibles partout. Les réfugiés et les migrants sont les victimes primaires et les témoins de ce phénomène. Donc, l'accès à l'asile doit être préservé. Les demandes doivent être examinées de manière équitable et efficace en tenant compte des besoins spécifiques de victimes de la traite. Donc, les préventions et les mesures précoces et efficaces contre la violence sexiste ne sauvent pas seulement des vies, elles sont transformatrices. Ces programmes ont un impact mesurable sur la vie des femmes et des filles, mais aussi sur les communautés qui les accueillent. Dans certaines communautés, les personnes victimes de violences sexistes sont stigmatisées au lieu d'être soutenues et protégées. Cela est particulièrement pénible pour les survivants qui peuvent en subir les conséquences toute leur vie. Les enfants non accompagnés et séparés ont besoin d'une attention particulière. Beaucoup sont recrutés de force dans des groupes armés, soumis à des combats, des travaux forcés ou à l'esclavage sexuel. Ils sont également exposés à un risque accru de détention, de travail d'enfants et de manque d'accès à l'éducation. C'est pourquoi notre action collective a beaucoup de valeur. Donc, la traite des êtres humains et les violences sexuelles dans les conflits ne sont pas inévitables, mais elles peuvent être évitées et la prévention nécessite un engagement des ressources et de la solidarité. C'est pourquoi nous croyons fermement au pouvoir de la collaboration avec les communautés locales, avec les organisations confessionnelles comme la vôtre,
dont la présence est à la fois précieuse et irremplaçable, avec les groupes dirigés par des réfugiés, des acteurs gouvernementaux, des acteurs qui peuvent contribuer à une mission que nous ne pouvons pas nous permettre de retarder. Ensemble, nous pouvons mettre en place des systèmes qui protègent, des voies qui offrent la sécurité et des communautés qui défendent la dignité. Permettez-moi de conclure par les mots qui aspirent la mission de votre réseau, Talitha Koum. Talitha Koum, petite fille, je te dis, lève-toi. Cet appel à se lever et à retrouver la dignité reflète ce pour quoi nous devons lutter ensemble. Veiller à ce qu'aucune femme, aucune fille, aucun enfant ne soit laissé dans l'ombre de la violence et de l'exploitation. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Chiara, pour ce partage de grande inspiration. Encore une fois, nous allons avoir questions-réponses plus tard. Merci encore une fois, Chiara, pour cette présentation. Je voudrais inviter Adina à introduire notre prochaine conférencière. Merci Chiara et merci Abby. Notre conférencière apporte de la valeur, d'une expérience de valeur sur le terrain en Ukraine. Nous avons le privilège d'accueillir Natalia Holinska de Caritas Ukraine. Euh, le projet, elle est donc la directrice du projet. Elle est d'origine ukrainienne avec un master en pédagogie et dans la gestion des projets non gouvernementaux. Depuis 2004, elle a été au service à la Caritas au niveau national, international. Elle a été donc directrice exécutive, coordinatrice de projet. Et pour des décennies, elle a travaillé dans la lutte contre l'exploitation. Elle a beaucoup d'expertise dans l'identification des victimes, la gestion des cas et aussi les soins aux victimes pour survivre l'exploitation. Donc, elle apporte beaucoup de contributions au plaidoyer à la recherche dans le domaine. Elle a participé à plusieurs conférences nationales et internationales, des formations, des tables rondes, tout en donc consolidant son rôle en tant qu'actrice, mais au-delà de son engagement professionnel, elle est également intéressée par la formation à long. Bienvenue Natalia, ravie de t'avoir parmi nous. Adina, est-ce que tu arrives à m'entendre? Bien. Mm, Merci pour l'introduction. J'ai le privilège d'être avec vous. Mm. Et donc, mes vœux depuis l'Ukraine. Et je suis donc prête à partager ma présentation avec vous. Dites-moi si vous arrivez à voir. Donc, je vais vous parler de l'impact de la guerre et du conflit sur la traite, puisque je travaille on- dans ce pays où on est en pleine guerre. Donc, la guerre a un impact majeur sur la vulnérabilité de notre population. En Ukraine, 12,7 millions sont les personnes dans le besoin, dont 12% sont des enfants, 30% des personnes âgées et 14% des personnes
handicapés. Donc 16,3 millions sont sous l'impact chronique de la guerre. Je dirais que toute la population est affectée par la guerre constante, par les attaques, les bombardements, hum, la coupure du courant électrique, donc le manque de chauffage, la perte de contact avec les personnes. Toi, 12,6 sont des personnes non déplacées. 3,6 millions sont déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. 6,8 millions sont des réfugiés depuis l'Ukraine. 92% sont en Europe. Même si les chiffres changent et les nombres changent, tout ceci peut augmenter parce que la guerre est continue. Et maintenant, nous avons donc euh, une nouvelle vague de personnes déplacées de l'Est de l'Ukraine. Donc l'impact de la guerre euh, continue. Donc seulement 2% des personnes déplacées les plus vulnérables sont hébergées dans près de 1 800 sites collectifs répartis dans 23 oblasts et dans la ville de Kiev. 82% des personnes déplacées à l'intérieur du pays sont déplacées depuis plus d'1 an, ayant fui leur foyer au cours de la première année de la guerre, sans perspective viable de retour dans un avenir prévisible. Les traumatismes et la détresse psychologique dus à l'incertitude constante, à la crainte d'attaques, aux risques graves en matière de protection et aux problèmes de santé mentale graves. 63% des ménages signalent au moins un type de trouble de santé mentale. Les enfants sont particulièrement vulnérables, avec environ 1,5 million d'entre eux exposés à un risque de syndrome de stress post-traumatique, de dépression et d'autres troubles de santé mentale. La vulnérabilité de notre société, dans notre société, de notre population est énorme. Le nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté a augmenté pour atteindre plus que 9 millions. Les mécanismes d'adaptation sont épuisés et les dépenses consacrées à la santé, à l'éducation, à d'autres services sont compromises. Près de 60% des ménages évalués ont identifié les moyens de subsistance comme leur priorité absolue, en particulier dans les zones de première ligne et le long de la frontière avec la Russie. Le revenu mensuel médian déclaré par un membre du ménage est de euh, hmm, presque 135 euros par mois. Mais ceci n'inclut pas les enfants. C'est très bas c'est parce qu'en Ukraine, les prix sont comme dans l'Occident, dans l'ouest de l'Europe. Depuis le début de la guerre à grande échelle, l'espérance de vie moyenne des Ukrainiens a diminué de 10 ans. Et maintenant, l'espérance de vie moyenne des hommes ukrainiens est de 57,3, donc 3 mois. Vous pouvez ici voir les statistiques dans le contexte de la guerre en 2024 et en 2025. Et comme vous pouvez voir, 182 euh, personnes sont identifiées officiellement comme les victimes de la traite par le service national, bien que le nombre peut être plus. Parmi ces personnes identifiées, euh, 105 sont des hommes, euh, donc 67 femmes, filles et 5 garçons et 5 filles.
Exploitation sexuelle dans la guerre, des formes d'exploitation multiples. Ces personnes sont exploitées en captivité, en prison ou dans d'autres lieux. En 2025, le nombre des victimes a augmenté et, et jusqu'au 18 octobre, nous avons 292 personnes identifiées et parmi ces personnes, 250 sont des hommes, 34 femmes et 8 enfants. La conférencière avait parlé de vulnérabilité des femmes. Les femmes et les enfants sont très vulnérables, mais comme vous pouvez voir de cette diapositive, je vais parler de la vulnérabilité des hommes dans le contexte de la guerre, où je pourrais dire que personne ne peut être en sécurité. Quelles sont les tendances de l'exploitation, donc de la traite en Ukraine? Comme vous pouvez voir, plus que 70% des victimes ont souffert de plusieurs formes d'exploitation. Beaucoup ont été soumises à l'exploitation sexuelle, au travail forcé, à la servitude domestique ou contraintes à participer au conflit. La majorité des victimes officiellement identifiées sont des hommes, 85%. L'augmentation de la traite des enfants directement liée à la guerre en cours, selon Caritas Ukraine, environ 10% de tous les survivants examinés sont des enfants. Ceci est également connecté à l'envoi forcé des enfants vers la Russie. Moi, j'appelle ce phénomène la traite des enfants. Et selon nos statistiques, Caritas Ukraine, 10% de tous les survivants examinés sont des enfants. Nous voyons l'augmentation de l'exploitation et de recrutement en ligne utilisant l'intelligence artificielle pour la cybertraite dans les cas d'exploitation sur Internet. Encore, nous avons découvert comme un phénomène ce qui est la violence sexuelle liée au conflit. Nous avons eu beaucoup de cas, particulièrement dans les territoires occupés par les Russes, mais officiellement, nous avons 385 cas documentés avec 23 enfants euh, dans ce cas. Quelle est donc la réponse de Caritas Ukraine à ces conflits? Le dépistage et l'identification proactive des victimes de la traite, non seulement à des fins d'exploitation sexuelle, mais aussi d'exploitation par le travail, de cybercriminalité, d'escroquerie, de servitude domestique, d'activités criminelles et de formes mixtes d'exploitation. Mise en œuvre des stratégies adaptées à la culture et tenant compte des traumatismes pour l'identification, l'orientation et la protection des victimes. La sensibilisation aux escroqueries en ligne, à la cybertraite, aux risques liés à la maternité de substitution, à l'utilisation, l'abus des technologies, aux risques, considérations de sécurité, mesures de protection nécessaires lors de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Renforcer les mécanismes nationaux de signalement et améliorer les mécanismes internationaux d'orientation et la coopération transfrontalière afin de lutter contre la traite des êtres humains et de soutenir les survivants. Voici quelques exemples de travail du plaidoyer de Caritas pour la protection des survivants. La protection et l'accès à la justice. Nous avons mis en place le livre
de vie fragile qui rassemble les témoignages d'Ukrainiens victimes de la traite des êtres humains pendant la guerre. Et c'est publié en langue anglaise et langue ukrainienne pour permettre aux personnes de comprendre, d'aller en profondeur dans les histoires des survivants, de comprendre leurs sentiments et comment ce crime, combien il est brutal. Voici le QR code pour la version anglaise de ce livre. Vous pouvez le télécharger si vous voulez. La devise, peut-être vous n'arrivez pas à voir, c'est comme le symbole c'est la photo d'un plat qui est brisé, mais qui peut être, dont les morceaux peuvent être mis encore ensemble, mais c'est très vulnérable. Donc, nous essayons d'aider les personnes à faire ceci. Nous avons également créé un documentaire sur les drames de la traite durant la guerre et c'est basé sur des histoires réelles des survivants. Nous avons invité les acteurs à jouer les rôles pour la confidentialité et pour éviter de faire vivre aux victimes les traumatismes. Vous pouvez voir le QR code et vous pouvez regarder le film. C'est 13 minutes, ce n'est pas long, mais comme un dicton ukrainien cite, il est mieux de voir une fois que d'entendre en parler deux fois. Donc, ce que Caritas en Ukraine est en train de faire, donc certainement de la protection, de la sensibilisation, tout en essayant de répondre aux besoins des survivants. Nous avons 7 centres dans 12 régions, donc dans l'est et l'ouest de l'Ukraine, qui mènent des actions de lutte. Donc la moitié de l'Ukraine, depuis janvier 2024 à octobre 2025, nos experts et notre personnel ont identifié à titre préliminaire 347 survivants et 120 victimes potentielles. Les nombres sont différents des statistiques nationales parce qu'il y a des personnes qui ne s'inscrivent pas dans des institutions, mais qui viennent vers les organisations d'églises comme Caritas. Donc, selon nos statistiques, 71% de nos bénéficiaires sont des hommes, 29% sont des femmes, 45% d'entre eux sont des personnes déplacées à l'intérieur du pays, qui donc soulignent la vulnérabilité. 23% sont des personnes handicapées ou atteintes d'une maladie chronique. 58% ont été victimes d'exploitation par le travail. 39% ont été impliqués dans un conflit armé. Donc, dans un conflit armé, exploitation par le travail ou exploitation sexuelle, la majorité des cas concernent la traite interne dans les territoires temporairement occupés de l'Ukraine. Et certains cas sont de la Russie et d'autres pays en Europe. Quelles sont les conclusions et les recommandations? Renforcer la coopération transfrontalière, en particulier avec l'Ukraine. Notre, notre population, notre peuple, euh, donc, quitte l'Ukraine et essaie d'y revenir. Et pour ceci, nous avons commencé des coopérations avec
Roumanie pour assurer, pour assurer le retour sûr des personnes et le passage des frontières, développer des nouvelles stratégies de renvoi transnational, impliquer différentes parties prenantes dans le dépistage proactif des victimes potentielles et leur protection efficace, renforcer les capacités et la formation des polices de frontières afin d'améliorer le dépistage des victimes, renforcer la capacité des mécanismes nationaux de référence dans tous les pays, en particulier les pays non membres, garantir une approche centrée sur les victimes et tenant compte des traumatismes subis toutes les parties prenantes dans le cadre du travail avec les survivants de la traite humaine. Ici, j'aimerais vous remercier pour votre attention et si vous désirez lire davantage, vous pouvez retrouver les liens et mon email. Et si je peux aussi ajouter, j'aimerais vous montrer donc une petite vidéo. Natalia, je pense 3 minutes. C'est seulement 3 minutes. Tu peux le faire. J'ai perdu ma mère et j'ai pensé que je n'allais pas voir ma grand-mère. Dans la captivité, j'ai cessé de compter les jours et de croire. C'était un travail insupportable. J'étais une ombre et non une personne. J'avais trop peur. Durant la guerre, nous pouvons perdre nos espérances, nos plans, nos membres de famille. Dans un instant, nous sommes donc brisés, mais la vie est fragile. Mais Caritas est ici pour vous aider. Merci. Si vous avez des questions, je peux vous répondre. Merci Natalia et merci Chiara, parce que vous avez respecté l'heure avant de nous continuer. Merci aussi de mettre de la lumière sur cette situation en Ukraine et sur les vulnérabilités euh, euh, auxquelles les personnes déplacées sont confrontées, aussi femmes, hommes, enfants. Merci aussi pour ton dévouement euh, et le service auprès de ces personnes durant la guerre. Abi, merci Sadina. Et maintenant, nous allons avoir un temps pour les questions-réponses. Nous allons donc leur demander de rester avec nous pour plus tard. Mais maintenant, nous voulons écouter les témoignages depuis la base, des témoignages depuis le Syria et Haïti. La série donc et Haïti. Voilà. Donc les vidéos et Marion. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Thérèse Farah, coordinatrice de Wells of Hope Syrie. Je vous salue depuis la Syrie et je vous remercie sincèrement de m'avoir invité à partager notre expérience au sein de Wells of Hope. Nous sommes un réseau engagé dans la lutte contre la traite des personnes et la protection des femmes et des enfants touchés par le conflit. Parler de la traite
dans un contexte de guerre, c'est parler d'une réalité douloureuse, souvent invisible. Après plus de 13 années de conflit, la Syrie vit une crise humanitaire profonde. La pauvreté, les déplacements massifs et la désintégration du tissu social ont créé un terrain fertile pour toutes les formes d'exploitation. Dans de nombreuses régions, les familles ont perdu leurs moyens de subsistance. Les femmes, souvent seules, à la tête de leur foyer, se trouvent face à des choix impossibles. Nourrir leurs enfants, les protéger, trouver un abri. Cette vulnérabilité extrême ouvre la porte à la traite, mariage précoce ou forcé, travail domestique non rémunéré, exploitation sexuelle ou trafic à travers les frontières. La traite ne se limite pas à un acte criminel isolé. Elle s'enracine dans la pauvreté, la peur et l'effondrement des structures de protection. Dans un contexte de guerre, tout devient confus. Les institutions disparaissent, les frontières changent et les victimes perdent tout accès à la justice ou à la sécurité. C'est dans ce contexte que Ways of Hope agit. Notre mission est à la fois humaine, spirituelle et communautaire. Nous travaillons sur 3 axes principaux. Premier axe, la prévention. Nous organisons des sessions de sensibilisation dans les écoles, les paroisses et les camps de déplacés. Nous informons les jeunes filles et les familles sur les dangers de la traite et les moyens de se protéger. Une information claire et adaptée peut parfois sauver une vie. Deuxième axe, l'accompagnement. Les victimes de traite vivent souvent des traumatismes profonds. Nous leur offrons un soutien psychologique, social et spirituel. Nous les aidons à reconstruire leur estime de soi, à retrouver confiance et à se réinsérer dans la société. Certaines deviennent elles-mêmes formatrices ou ambassadrices de prévention. Troisième axe, le renforcement des capacités. Nous formons des acteurs locaux, religieux, éducateurs, travailleurs sociaux. Dans les zones de conflit, ce sont souvent eux la première ligne de protection. Travailler dans ce contexte est difficile. Le manque de ressources, la peur, la fatigue psychologique, mais malgré tout cela, nous continuons parce que chaque jour, nous voyons des signes d'espérance. Des femmes reprennent leurs études, des mères s'engagent pour protéger d'autres familles, des communautés s'unissent pour dire non à la traite. La coopération avec Talitacom et les autres réseaux internationaux nous donne de la force. Ensemble, nous partageons nos expériences, nous renforçons nos capacités et surtout, nous donnons une voix à celles et ceux qui n'en ont pas. Dans les rencontres que nous animons, je suis toujours touchée par la force intérieure des survivantes. Beaucoup me disent, je veux que mon histoire serve à sauver d'autres femmes. Ces mots résument notre mission. Transformer la douleur en espérance, la peur en engagement, la solitude en solidarité. Je veux aussi rendre hommage à toutes celles et ceux qui œuvrent dans le silence, les religieux, les bénévoles, les éducateurs, les leaders communautaires. Leur engagement quotidien incarne la compassion en action. Et je veux terminer par un message d'espérance. Même au cœur du conflit, la dignité humaine reste plus forte que la violence. Chaque geste de solidarité, chaque mot de soutien,
Chaque réseau comme Talitacom protège des vies et construit un avenir de paix. Merci de nous donner aujourd'hui la parole. Merci pour votre écoute et pour votre engagement aux côtés des plus vulnérables. Ensemble, nous pouvons dire non à la traite, oui à la vie et à la dignité de chaque personne. Merci. Thank you so much, Therese. Merci And now we beaucoup. will hear from our Pardon. Merci uh, beaucoup, Thérèse. Et colleague maintenant, nous from allons avoir Haiti, and also will be notre shared through collègue video du Haïti because this avec le partage d'un témoignage en vidéo. Parce que ces personnes ont vraiment le défi aussi d'être en ligne et bien connectées. Haïti. Quand la guerre a un impact sur la quotidiennité, donc dans la République dominicaine, je vivais avec mes cousines, je n'avais pas de problème. Sinon seulement un abus verbal et par la suite, les cousins ont commencé à la maltraiter en causant des problèmes. Il y a un problème de son. Il semble que plusieurs voix. Donc, au milieu de la douleur, la mission en Haïti est un signe d'espérance, accompagné d'énoncés. Nous sommes la communauté au sud et nous travaillons jour après jour. Nous voyons que les jeunes enfants et filles et fils sont les victimes de la traite. Ils sont vulnérables. Et nous comprenons qu'ils veulent une vie meilleure. Nous essayons de leur offrir une vie meilleure en tant qu'Église et comme vie religieuse. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour aider? Une des choses que nous sommes en train de faire est de donner des opportunités et faire de sorte que ces filles peuvent fréquenter l'école à nouveau et aider les familles. Essayer de faire de sorte qu'elle ne soit pas exposée à ces mouvements transfrontaliers. Ce que nous faisons est vraiment adopter l'école comme un moyen de prévention. Je pense que la vie religieuse peut faire davantage, mais nous n'avons pas les ressources nécessaires. Nous sommes de la part du peuple du Haïti
Et je pense que nous devons avoir des accords avec la République dominicaine qui travaille en réseau avec des organisations anti-traite. Merci. Désolée, il y avait un problème avec le son, mais j'espère que nous pouvons partager avec vous la vision. Euh, donc, il y a eu un problème. Donc, à ce moment, je vous remercie euh, à nos conférencières. Merci de votre témoignage, de votre partage, de votre partage. Il faut couper les micros. Il faut couper les micros, s'il vous plaît. OK. Mm. Bien. Donc, à nos partenaires euh, en Syrie, au Haïti, merci de votre témoignage courageux, de vos expériences, de vos réflexions. Euh, donc, votre travail a beaucoup de valeur pour restaurer la dignité et la fraternité et particulièrement l'espérance que vous partagez et ensemble, travaillons pour un changement systématique. Merci. À ce point, nous n'avons pas commencé. Nous commençons après avoir entendu nos conférencières et nos membres de Talita Kum, de leurs témoignages. Nous allons passer maintenant au travail en groupe de 15 minutes. J'espère que vous allez rejoindre vos groupes. Nous allons avoir 15 minutes. Nous désirons vous inviter à partager vos pensées, vos idées. Choisissez votre langue, s'il vous plaît. Devant vous, sur l'écran, choisissez votre langue et comme ça, nous pouvons vous envoyer au groupe linguistique de votre choix. Donc, comme vous pouvez voir, il y a la question sur les langues. Choisissez votre langue. Comme ça, nous vous envoyons dans le groupe linguistique. Gianluca et notre équipe ici vont faciliter ce passage au groupe. Donc, à Genève, il y a quelques mois, un coordinateur avait partagé des informations que je peux partager avec vous. Au Soudan du Sud, 65% des structures n'offrent plus des services euh, qui arrivent à toucher des milliers et des milliers de victimes de la traite. Il a aussi mentionné, donc il y a 1 million d'enfants vulnérables. Euh, donc il y a une hausse dans l'exploitation et les risques sexuels. Donc on a parlé aussi des cas des enfants qui sont sans aide en Jordanie. Elle a parlé aussi des programmes pour lutter contre la violence au Burkina, au Tchad, au Cameroun, Mali, Nigeria et donc Angola, Mozambique, Zambia. Donc elle a parlé de toutes ces situations. Je vais contrôler les informations précises, que même s'il n'y a pas une étude qui me vient maintenant à l'esprit, elle a partagé les informations sur la réduction budgétaire et le financement sur les formes d'exploitation, les femmes et les enfants qui sont dans des projets de soutien. Est-ce que c'est bon comme réponse? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais partager ici dans le chat la présentation d'aujourd'hui avec le nombre des femmes et des enfants déplacés. Je vais partager ici dans le chat.
Une autre question qui a été déjà répondue par Chiara. Donc, que faire en parlant des mesures pour faire front aux exploitations de femmes? Est-ce qu'il y a une différence entre les victimes qui sont handicapées, qui n'ont pas d'handicap? Et Christiane avait dit, avait parlé des mariages précoces et de la santé mentale. Donc, donc la mission des victimes dans des hôpitaux de santé mentale. Donc, comment faire face à tout ceci? Je ne sais pas si Natalia voudrait répondre. Peut-être je peux donner un contexte général. Lorsque l'exploitation ou l'abus ou la traite touche des personnes qui ont plusieurs handicaps ou bien plusieurs problèmes, ceci est considéré plus, c'est encore plus négatif, comme un élément plus négatif par rapport à la prévention contre les crimes. Je ne sais pas si la question est associée à la réponse sur la protection ou bien c'est plutôt sur les besoins pour assurer des programmes adéquats qui prennent en considération les besoins spécifiques des personnes avec handicap. Merci. D'un aperçu plus général à un contexte plus local dans mon pays, en Ukraine et je pense dans d'autres pays, les personnes avec handicap sont des proies faciles parce que les personnes peuvent être donc des victimes pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit de personnes qui souffrent d'instabilité mentale ou bien des personnes qui se trouvent dans des orphelinats, dans des foyers. Parfois, les filles sont déjà exploitées sexuellement par des membres du personnel ou bien elles sont vendues aux autres. Et parfois, les membres ont été victimes de la de l'exploitation domestique, de la servitude. Il y a des défis dans l'identification des types de victimes et il y a beaucoup de défis pour la protection et la compréhension assistée à ces personnes. C'est pourquoi j'ai mentionné les personnes avec handicap dans nos pratiques. Nous savons et nous avons de l'expérience dans le travail avec des personnes avec handicap. Hmm, Donc, on met en place des approches basées et centralisées sur les personnes. Nous ne pouvons pas mettre en œuvre des procédures sans prendre en considération la nature et la situation des survivants, particulièrement si elles souffrent d'handicap mental. Mm. Il est également difficile lorsque nous parlons de l'accès à la justice parce que les personnes avec handicap doivent avoir plus de services. Ils doivent avoir des gardiens officiels pour les présenter. Donc il y a beaucoup de défis et chaque cas est différent. Même parmi les personnes avec handicap. C'est pourquoi les approches individuelles sont pratiquées par le personnel de Caritas.
J'espère que j'ai donné quelques réponses. Merci, merci. Hum, Après avoir identifié les survivants et la majorité sont des hommes, contrairement à beaucoup d'endroits dans le monde, comment ceci est expliqué et comment nous pouvons nous adapter pour accompagner les cas des hommes? Merci pour cette question. C'est un nouveau phénomène que nous avons découvert nous-mêmes dans le contexte de la guerre. Mais l'explication pourquoi la majorité des survivants est constituée d'hommes et la guerre, les hommes sont pris comme des servants par les ennemis et les hommes sont exploités en captivité comme des travailleurs pour faire toutes sortes de tâches, prendre soin des, des armes, de la cuisine. Donc, ils sont obligés à faire tout pour les ennemis comme des servants. Et ils sont exploités de cette manière. Non seulement les hommes, mais aussi les femmes. Mais nous faisons l'expérience de beaucoup de cas d'exploitation en captivité, différentes formes d'exploitation. Et encore, la réponse est différente. Plus de temps, plus de ressources. Des approches psychothérapeutiques, réhabilitation des personnes qui, hum, qui ont été en captivité et qui ont été exploitées de manière différente. Et aussi les questions médicales sont aussi importantes, non seulement la psychothérapie, mais le traitement médical des plaies, des blessures et l'état général du survivant. Et l'accent ici est mis sur la conciliation, la réunion avec la famille, les membres de famille de la personne qui était absente, par exemple 2 ou 3 ans, qui était victime d'exploitation, de violence, de torture pour une longue période de temps. Je voudrais compléter. Merci Natalia pour tes observations. J'ai aussi à l'esprit euh, une chose en relation des nombres que nous avons euh, qui sont donc associés aux victimes identifiées. Il y a aussi l'exploitation au sein des foyers que le monde donc témoigne depuis la Covid, la dimension aussi numérique du recrutement et de l'exploitation. Donc, penser aux moyens pour identifier ces situations qui ne sont pas si visibles pour nous toutes, donc peuvent contribuer à, encore une fois, avoir beaucoup de cas, euh, donc des cas qui sont dans les foyers et aussi la dimension numérique. Un phénomène global, une urgence internationale. Nous avons aussi travaillé sur les formes mixtes d'exploitation parce que les femmes souffrent de la servitude domestique, euh, donc l'exploitation sexuelle, de payer attention à ces formes mixtes d'exploitation. Merci. Et la question suivante.
est très simple. Pourquoi la traite est en augmentation? Je peux donc répondre, parce que les personnes veulent l'argent et les personnes pensent au profit, au bénéfice, non à la dignité humaine. Donc les personnes sont des outils pour gagner de l'argent. Et je travaille contre la traite depuis 20 ans. Les vagues changent. Les crimes dans le monde numérique, l'intelligence artificielle qui est apparue ces dernières années. Mais l'objectif et la finalité de base est l'argent, l'argent, le profit. J'ai parlé également aussi de la gestation pour autrui, qui est vraiment un nouvel outil d'exploitation de femmes. Donc, 50 000 euros, on paye 15 000 euros. Donc, pour gagner de l'argent. Donc, en profitant des victimes. Comme nous avons mentionné ce matin, le conflit, le désastre. Donc, les désastres climatiques poussent les personnes aussi à se déplacer, à fuir. Encore une fois, les voies juridiques aussi restreintes qui fortifient les trafiquants et leur permettent d'agir. Et aussi l'accès dans l'utilisation des réseaux en ligne pour ces finalités d'exploitation et d'abus. J'ajouterais aussi la corruption qui est en train aussi de vraiment euh, de cultiver la traite. Euh, on a parlé aussi dans le chat des mariages précoces. Les femmes parfois sont les trafiquantes aussi. Donc, parfois, ce sont les femmes qui travaillent contre les femmes et qui agissent pour des mariages précoces. Parce que souvent, on fait confiance aux femmes, à nos sœurs, à notre genre. Et malheureusement, parfois, ce sont les femmes qui poussent les autres à des mariages précoces. C'est pourquoi vous ne savez pas à qui vraiment faire confiance. Donc, on a parlé de ceci dans le chat. Et aussi, au Népal, donc on a recruté des personnes, la Russie a recruté des personnes pour la guerre en Ukraine. Je pourrais dire que c'est une nouvelle vague causée par la guerre. La Russie ne recrute pas seulement du Népal, mais je sais de l'Afrique du Sud et aussi d'autres pays. Ils sont en train de recruter des jeunes hommes comme des travailleurs et certaines personnes et en arrivant en Russie, ils sont envoyés en première ligne sans préparation et certains d'entre eux donc recrutés
C'est quelque chose que les personnes depuis les quatre coins du monde connaissent. Je suis contente que dans mon groupe, il y avait Victoria du Burundi et je lui ai dit que des cas pareils peuvent avoir lieu que les personnes des continents de l'Afrique doivent savoir ce qui est important. Et qu'est-ce qui est le plus important, d'avoir de l'argent ou être donc menacé de guerre et mourir sur les frontières? Il est important de parler de ceci, du recrutement et d'exploitation. Merci, merci. Quelques paroles sur le mariage précoce. L'Europe a introduit, et nous le savons, une nouvelle directive qui va être donc travaillée dans les législatives de chaque pays. Et cette directive constitue, donc non, englobe plusieurs situations, mais inclut de nouvelles donc finalités, des nouveaux objectifs et contre la traite donc pour le mariage précoces à cause des cas, de l'augmentation des cas identifiés en Europe. Donc, il faut donc assurer une réponse personnalisée en termes de prévention et de protection et de mesures. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que vous désirez avoir plus de questions? Est-ce que quelqu'un a une autre question? Bien, si vous êtes satisfait avec toutes les réponses, je donne la parole à Sarabi. Merci, merci Sœur Paula. Oui, nous avons encore du temps. Euh, il y a plusieurs questions. Il y a beaucoup de questions à entamer, mais nous devons vraiment conclure la réunion. Merci, Sœur Paula, merci Natalia et Chiara pour cette interaction. Nous allons avoir plus d'autres opportunités. Vous avez également l'email de Natalia et de Chiara si vous désirez leur écrire. Donc, soyez libres. Il est très important aussi pour cette journée de l'élimination de la violence contre les femmes. Donc, la question numérique aussi, et Chiara avait mentionné ceci, euh, que les espaces numériques ont un rôle plus important dans l'exploitation. Nous devons donc traiter ceci et s'interroger sur comment utiliser les espaces numériques de manière sécurisée. J'aimerais aussi hum, appeler Annette à donc conclure. Bien, voilà. Je suis désolée, je pouvais pas allumer mon micro. Merci, merci Abby. Il est incroyable. Je suis ici en Australie et dans un pays où
qui n'est pas en conflit à un tel point, ou bien même pas proche des conflits qui se trouvent actuellement dans le monde. Je pense il y a 110 conflits actifs sur la Terre. Et même durant le travail de groupe, on a parlé de l'importance de nous connecter à travers cette planète. Je pense que Kira et Natalia, je les remercie beaucoup pour avoir soulevé notre curiosité. Merci de travailler sur notre sensibilisation et particulièrement dans les domaines aussi, les questions transfrontalières, ce qui se passe en Ukraine, les statistiques. Il y a beaucoup d'informations qui est contradictoire à ce que nous recevons. Il était vraiment important de se rappeler aussi de la réalité de Haïti. On ne parle pas d'Haïti ici chez nous, sur le journal. Voilà, je sens que l'appel ce soir, donc la sœur de la Syrie, Thérèse, avait dit que nous devons vraiment nous accrocher à l'espérance. Elle a aussi parlé de la dignité humaine au milieu de tout ceci, que la dignité humaine reste dans tout ceci. Donc j'appelle tout le monde ici en collectivité. Je sais que pour moi c'est la nuit, mais j'appelle tout le monde ici à être en solidarité les uns et les unes avec les autres. Parce que nous avons donc la passion pour ce qui se passe pour les personnes autour du monde et d'être dans un pays qui n'est pas en conflit. Je suis appelée à être de plus en plus en solidarité et d'être plus donc en prière et de soulever la torche de l'espérance. Donc nous offrons la gratitude et les remerciements à vous toutes les présentatrices et pour toutes les personnes qui témoignent l'espérance et la passion et afin que la traite s'élimine. Donc, voyons, accrochons-nous à l'espérance. Merci Annette, merci. Nous allons nous arrivons toujours à la fin, mais j'aimerais aussi vous inviter à l'appel de nos jeunes, donc de suivre la vidéo. La vidéo pour la journée pour l'élimination de la violence contre les femmes et de vraiment éliminer les violences numériques. Donc Marion va partager cette vidéo d'une minute de nos jeunes ambassadeurs. J'ai vu que c'était intéressant de faire ceci avant de procéder avec la prière finale. Marion? Les nombres augmentent. Il est important de se rappeler des statistiques des filles, des femmes qui ont la dignité et la liberté. La technologie et l'intelligence artificielle ont ouvert la porte à de nouvelles formes d'exploitation. Les espaces numériques sont utilisés pour menacer, manipuler et abuser à travers le grooming, la dissémination des informations fausses et la transmission en direct des abus sexuels. La violence digitale est aussi une réalité qui s'élargit et qui affecte les femmes et les filles. Nous ne sommes pas sans pouvoir. Si nous nous joignons nos forces, nous pouvons changer cette réalité. Nous croyons que dans l'activité collective et la solidarité, nous pouvons
faire la différence. Restons unis dans la lutte contre la traite et l'exploitation. Nous travaillons en espérance, en solidarité, dans une mission partagée. Donc, construire un monde pour finir l'exploitation, afin que les femmes et les filles vivent dans un monde en sécurité. Merci. C'était très beau, merci. Avec la prière finale. Donc, Sœur Carmen. Dieu de miséricorde et de confort, aujourd'hui, nous te donnons notre voix, nous t'offrons notre voix pour te supplier pour les dirigeants des nations, afin que les conflits et la guerre on- donc, nous te prions pour les dirigeants afin qu'ils soient conscients que les guerres et les conflits euh, manquent d'espérance pour nos peuples. Et nous te prions aussi pour les trafiquants qui touchent les plus vulnérables afin que toute forme d'exploitation, de vulnérabilité soit refusée et que nous tous puissions être vraiment encouragés hum, pour toutes les personnes qui souffrent au nom du Christ et qui a vraiment de l'intolérance envers les personnes qui créent ces formes d'injustice. Devant ce monde blessé, notre maison commune, nous ne voulons pas nous décourager. Notre euh, engagement prophétique et humain est d'allumer la lumière de l'espérance. Euh, Nous voulons que notre voix arrive aux victimes pour leur dire qu'elles ne sont pas seules, que Talita Kum accompagne et soigne et restaure la dignité qui a été arrachée. Et la présence du Seigneur soit votre force. Amen. Merci, Sœur Carmen. Thank you all. Thank you. Muchas obrigada. Thank you for that prayer, Sister Carmen, and thank you for all the participants. Of course, on behalf of the International Coordinating Committee, Sister Paula, Sister Annette, Sister Carmen, and of course, Sister Yvonne, Adina, and Isabel. On behalf of my team, of course, Marion and Gianluca and interpreters, thank you. Thank you for joining this webinar. I hope to see you again next year for this webinar, and really thank you for this your participation. So we must work together to end human trafficking and exploitation. Thank you, Adina. Thank you, Paula. Thank you, Marion. Everybody, good to see you all. Thank you, Kathy. I think, of course, then back is from Renate. Thank you, Anne, for
for coming back. Merci. Muchas gracias. Muito obrigada. Hi, Francesca, with your baby. Thank you. Thank you Wow. very much. Thank you, thank you, interpreters. Thank you, Thank you. Chiara, and of course, Natalia. Thank you so much, Thank Chiara. you. Goodbye. Okay, let's See you. connect. Thank you. Thank you. Yeah, for Take sure. care, Natalia. Take care. Thank you. Thank you, Chiara. Hasta pronto, bendiciones. Buen día, buenas noches, buenas tardes. Sure, thank you.